Réalisé par Irène Chaland et Jean Leclerc. Globalement, si vous voulez, je dirais que moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire des films, c'est parce que c'est un travail qu'on fait à plusieurs. Hein. Cette semaine, rencontre avec Stan Neumann. En tant que Tchèque paumé, je me suis dit, il n'y a qu'une seule chance de t'en sortir, c'est d'affirmer ta singularité. Un auteur. Je ne voulais absolument pas être réalisateur. Un réalisateur. Au fond, je dirais que la morale m'importe autant dans mes films que leur forme. Un interprète. J'aimais beaucoup la position du montage. J'aimais beaucoup cette idée d'être comme ça en retrait et de travailler dans cette espèce de pénombre sur le matériau des autres. J'ai un rapport bizarre avec le cinéma en fait, mais j'ai un rapport passionnel et amoureux qui fait que je crois que le cinéma est capable de tout. Comment partir et comment débarquer ? Comment se faire une idée précise au milieu des stéréotypes ? Comment ne pas s'y noyer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une école ? Et qu'est-ce qu'on peut, selon la saison, ne pas y récolter ? Comment se sentir en décalage et faire de cela un sillon ? Aujourd'hui, première journée d'une semaine que nous passerons en compagnie du réalisateur Stan Neumann. Il est l'auteur de très nombreux documentaires, plus singuliers les uns que les autres, et occupe une place très à part dans le monde du documentaire et du film. Il est également l'auteur du prochain documentaire d'histoire vivante, 120 ans d'invention au cinéma. Un ancien traité de théâtre no japonais donne ce conseil aux acteurs. Pour atteindre la perfection d'un geste, faites mouvoir votre esprit au 10/10 et votre corps au 7/10 seulement. C'est à ces 3/10 d'écart que j'ai pensé quand j'ai découvert par hasard ce film japonais de 1926, Une page de folie, l'histoire d'une danseuse enfermée dans un asile d'aliénés. Une fantasmagorie surréaliste où les images se bousculent comme en rêve. Des visions fugitives et en même temps figées à jamais sur un ruban de celluloïd débité à vitesse constante par une machine au rouage froid, implacablement mécanique. Qu'y a-t-il de commun entre le rêve éveillé qui vibre sur l'écran et la réalité des appareils qui le produisent? Un couvercle de machine à coudre. À l'intérieur, un projecteur de film de 1912. La ressemblance ne doit rien au hasard. Ce sont les mêmes mécanismes, maîtrisés depuis le milieu du 19e siècle, qui font tourner les machines à coudre et les projecteurs de cinéma, défiler le ruban du télégraphe, la bande de munitions de la mitrailleuse et la pellicule dans la caméra. Tous ces mécanismes ont un point commun. Ils transforment un mouvement continu en mouvement intermittent, comme le fait la première caméra des Frères Lumière de 1895. Stan Neumann, voudriez-vous bien, avec vos propres mots, vous présenter aux auditeurs de radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, c'est une tâche compliquée, toujours, d'essayer de se résumer comme ça, de se projeter soi-même. Je suis né à Prague en 49, c'est-à-dire en pleine guerre froide, et j'ai vécu mon enfance là-bas avec beaucoup de plaisir. J'étais un petit Tchèque normal, bien que Tchèque uniquement par mon père et totalement déraciné du côté de ma mère. Mais j'étais bien, j'étais content comme ça, j'étais une espèce d'enfant tranquille dans la moyenne,
socialiste. On était tous très mal habillés, on avait tous toujours un peu faim, on traînait dans la rue et on était assez contents. Une espèce de société comme ça, de nivellement, où au fond, moi, comme enfant, je me retrouvais assez bien. Et puis, tout début 60, ma mère a réussi enfin à quitter le paradis socialiste, où elle avait vraiment pas grand-chose à faire. Et je me suis retrouvé subitement en France. Et pour moi, ça a été sans doute l'événement constitutif de ma vie, cette espèce de trauma compliqué, parce que j'ai été élevé avec la normalité socialiste et donc j'étais absolument persuadé que j'arrivais dans l'enfer capitaliste. J'étais terrifié, j'avais vraiment très très peur, je parlais pas un mot de français évidemment. J'étais tellement terrifié que dans l'avion qui m'amenait de Prague à Paris, j'avais 11 ans, je me souvenais d'un livre qu'on m'avait fait lire quand j'étais à Prague, où on expliquait que les enfants français étaient martyrisés, qui dormaient dans le fumier, etc. Puis l'avion arrive au-dessus de Melun, et le pilote dit, on approche de Paris, je regarde par le hublot, c'était la nuit, je vois que c'est tout noir, et je me dis, ils ont même pas l'électricité. Donc voilà, c'était le type de trauma. Et puis après, dans les heures qui ont suivi, je me suis retrouvé dans un monde dont je soupçonnais pas l'existence, un monde d'opulence, de prospérité, avec de la nourriture, des fruits que j'avais jamais vus, enfin des choses comme ça. C'est assez compliqué pour moi, comme môme, d'arriver à gérer ça. Avez-vous le sentiment, Stan Neumann, que c'est une sorte de piège qu'on vous tend et que justement toutes ces choses affriolantes qui s'offrent à votre regard sont peut-être autant de tentations dont il faudrait vous méfier? Est-ce qu'il va vous falloir du temps, d'une certaine manière, pour vous dire mais non, c'est bel et bien là et on peut en profiter sans qu'il y ait forcément d'arrière-plan, encore qu'il y en a forcément des arrière-plans dans une société de consommation? Non, si vous voulez, j'ai très vite eu à la fois l'espèce de plaisir comme ça de cette volupté, de cette volupté matérialiste que j'ignorais. Si vous voulez, c'est simple. Le premier soir, je me suis retrouvé place Voltaire à Paris, au-dessus d'un truc qui est toujours là, qui aujourd'hui est un Monoprix. À l'époque, c'était un Uniprix. Je rentre dedans avec ma mère et je vois des bandes dessinées américaines que j'avais jamais vu ça de ma vie. Ces formes rondes, agréables, etc. Et par contre, j'ai réalisé très très vite qu'il y avait un prix à payer. J'ai réalisé ça très vite parce que subitement, alors qu'à Prague, malgré toute cette normalité dans laquelle j'étais quand même le fils d'une grande famille communiste, de la grande bourgeoisie rouge, etc. Et subitement, je me suis retrouvé à Paris avec mes vêtements rapiécés, avec ces sentiments de déclassement, de pas parler la langue, enfin tout ça, toutes ces difficultés-là. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment une période probablement formatrice de je sais pas quoi, mais j'ai un vague souvenir qu'à un moment je me suis redéfini dans ce contexte-là. Je me suis dit au fond, je suis tellement mal barré en tant que Tchèque, paumé en même temps avec une espèce d'impression d'être supérieur à mes camarades français, parce que j'avais une expérience sociale et historique qu'ils n'avaient pas, et une expérience de la vie sans doute qu'ils n'avaient pas. Mais je me suis dit, il n'y a qu'une seule chance de t'en sortir, c'est d'affirmer ta singularité. Ce qui m'était jamais arrivé avant. À Prague, la notion de singularité, d'individualité m'était totalement étrangère. Donc voilà. Elle était peut-être d'ailleurs complètement étrangère à l'ensemble de la ville. Oui, peut-être. Mais je crois que c'était mon trait, c'était mon caractère comme ça qui a été modifié. Je pense que ça, c'est une expérience qui doit être commune à beaucoup d'enfants qui ont vécu ce type d'exil, que subitement il y a un truc au fond très violent qui fait qu'on doit se battre beaucoup plus tôt que... Enfin, j'ai dû me battre beaucoup plus tôt que mes camarades de la bonne bourgeoisie de gauche française dans laquelle je me suis retrouvé dans les années 60. Les raisons de départ de la Tchécoslovaquie du côté de votre mère? Alors, c'est une histoire tchèque, centre-européenne. C'est une histoire vraiment du XXe siècle. Ma mère était d'une famille juive allemande, grande bourgeoisie intellectuelle de Breslau, qui a quitté l'Allemagne en 1933. Pas parce qu'elle était juive, mais parce que mon grand-père était un membre assez connu du Parti social-démocrate. Donc en 1933, c'était le camp de concentration immédiat. Ils sont partis en France. Et ensuite, il y a eu toutes sortes de péripéties qui ont fait que très très tard,
ma mère a réussi à quitter la France après l'occupation de la zone libre par les Allemands, ce qui est assez curieux puisque c'était une réfugiée juive allemande. Voilà, bon, enfin, disons, elle a réussi à partir en 42 aux États-Unis, voilà. Et après la fin de la guerre, elle a décidé de revenir à Paris. Probablement qu'elle avait des penchants romantiques vers l'extrême gauche, puisqu'elle a décidé à ce moment-là de quitter la prospérité américaine, venir à Paris en 46, c'est quand même des choix un peu aventureux, et en plus elle s'est inscrite au Langso pour étudier le russe. Et là, il y a eu un épisode politico-romantique cocasse parce qu'elle a rencontré mon père, tchèque, qui avait été envoyé par le Parti communiste tchécoslovaque pour récupérer physiquement parce qu'il avait été interné à la petite forteresse de Térésine dans les derniers mois de la guerre. Et donc, ils se rencontrent et ils ont une histoire d'amour. Et ils habitent tous les deux dans le pavillon américain de la cité universitaire à Paris. Et à ce moment-là arrive le plan Marshall. C'est moi, je trouve ces histoires où tout le temps il y a cette espèce d'intersection entre la grande histoire politique et les petites histoires de nos vies. Je trouve ça toujours très très drôle. Arrive le plan Marshall et mon arrière-grand-père, qui est le chantre officiel du Parti communiste tchécoslovaque, écrit un poème extrêmement violent contre le plan Marshall. On est à un moment où la Tchécoslovaquie n'est pas encore aux mains des communistes. La Tchécoslovaquie est encore un État démocratique avec une démocratie parlementaire. Une courte fenêtre, mais qui existe quand même. Une courte fenêtre qui va se refermer en 47. Et le poème qu'écrit mon arrière-grand-père donc provoque un incident diplomatique entre la Tchécoslovaquie et les États-Unis. Il y a un type à l'ambassade américaine qui voit que dans une des chambres de la cité universitaire, il y a quelqu'un qui porte le même nom que l'auteur du poème. Parce que dans ma famille, en fait, on est tous Stanislav. Tous les hommes s'appellent Stanislav depuis, je crois, 1820. Donc on est... Mon père est convoqué donc à l'ambassade. Il dit non, c'est pas moi, c'est mon grand-père, mais j'assume. Et il est viré. Et le contexte de la vie matérielle à Paris en 46, où il y a une crise de logement absolument épouvantable, fait que il propose à ma mère de retourner avec lui à Prague. La prise de pouvoir arrive peu de temps après. Et sur ce, mon père, qui commence son ascension au sein des figures culturelles du parti, demande le divorce avec pour motif l'immaturité politique de ma mère. Voilà. Et donc ma mère se retrouve coincée avec 2 enfants à Prague, en pleine guerre froide, au moment des procès Slansky, dans des conditions assez épouvantables. Et elle trouve un job à la radio tchèque où elle fait des émissions de propagande en direction des États-Unis. Des histoires comme ça. Et elle met 10 ans pour pouvoir s'arracher de là. C'est trop tentant. Vous avez déjà eu connaissance ou vous avez pu entendre des archives de ces émissions-là? Quand j'ai fait mon film Une maison à Prague, je suis allé à la radio tchèque avec beaucoup d'émotion, parce que c'était un endroit où ma mère m'emmenait quand j'étais môme et où il y a notamment toujours aujourd'hui ces espèces d'ascenseurs à mouvement continu qu'on appelle des paternosters, donc qui était un truc, c'est vraiment de mon enfance. Vous voyez les cabines qui montent très très lentement et dans lesquelles on monte en marche. J'y suis allé, mais on n'a pas retrouvé d'archives. On n'a pas retrouvé d'archives sans doute parce que à l'époque, ce type d'émission n'était pas archivé, n'était pas enregistré. Stan Neumann, moi je n'ai pas eu la chance encore de voir Une maison à Prague. Je n'ai vu juste que les 2-3 petites minutes que l'on trouve sur le site des films d'ici, maison de production dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard dans nos entretiens. C'est un film qui date de 1996 et vous faites le choix, vous êtes réalisateur depuis environ 7 ans, sur votre fiche il est indiqué que vous êtes réalisateur à partir de 1989. Je voudrais juste avoir d'un mot, parce qu'on va revenir sur l'IDEC dans l'entretien d'aujourd'hui, mais d'un mot, ce choix de faire quelque chose qui relève de l'auto-filmographie aussi rapidement, qu'est-ce que c'est que ça ? À l'époque, moi, je l'ai vécu de façon totalement inverse. Si vous voulez, à partir de 90, il est devenu subitement tout à fait possible, voire extrêmement facile, d'aller tourner à Prague. Ce qui avant était totalement impossible. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu un sentiment un peu mitigé.
Je voyais tous mes camarades réalisateurs se précipiter là-bas à la recherche de bons sujets, et j'avais aucune envie d'y aller, aucune envie. Et donc j'ai attendu en fait longtemps avant de me décider à faire ce film. En plus, si vous voulez, sur mes premiers films, qui sont tout ce que j'ai toujours fait, mais totalement personnel, mais en même temps, je n'avais aucune envie de parler directement de mes histoires à moi. J'ai été un peu poussé dans cette direction au bout du 5 ou 6e film. Les gens commencent à me dire allez, vas-y, il faut raconte, etc. Donc pour moi, c'est venu assez tard, à tel point que quand on s'est lancé dans ce projet-là avec les films d'ici, plus personne ne voulait produire des films sur les pays de l'Est. Un ras-le-bol total. Et on a eu beaucoup de mal à mettre en route la production. Je suis né en 1949 en Tchécoslovaquie, de mère apatride, d'origine juive allemande, de père tchèque. Ma grand-mère tchèque n'aimait pas ma mère. Chaque matin, elle la prenait à part. Claudia, lui disait-elle, vous devriez retourner à New York. Demain, ce sera trop tard, la 3e guerre mondiale va bientôt commencer. La 3e guerre mondiale n'a jamais eu lieu. Cet abri anti-atomique, prévu pour 2700 personnes, n'a jamais servi. Du moins jusqu'à la chute du communisme en 1989. Dans l'enthousiasme d'alors pour l'économie de marché, on a décidé de rentabiliser ces espaces disponibles en les louant à des antiquaires. Stan Neumann, vous êtes donc né en 1949, je le redis pour ceux qui auraient loupé le début du film, et vous entrez à l'IDEC. Vous allez y rester 3 ans à partir de 1969. L'IDEC, c'est sans doute une adresse et un sigle qui dira quelque chose aux cinéphiles d'un certain âge, à ceux éventuellement qui nous écoutent et ont pu avoir la chance de le fréquenter, c'est un institut. Néanmoins, c'est quelque chose qui certainement ne dit rien aux plus jeunes. Alors, pourriez-vous nous ouvrir les portes de l'IDEC et nous faire un peu le tour non pas du bâtiment seulement sur le plan architectural, quoique l'architecture c'est quand même un de vos enfants chéris, mais aussi qu'est-ce que c'est que cette maison-là et comment on y enseigne le cinéma? Alors bon, ça c'est une question qui est extrêmement complexe parce que elle est lourdement indexée sur la société et l'histoire. Disons, pour dire les choses simplement, l'IDEC c'est ce qui est devenu aujourd'hui la FEMIS, c'est-à-dire c'est l'École nationale de cinéma en France, qui est une école... Institut des hautes études cinématographiques. À l'époque, c'était Institut des hautes études cinématographiques. Aujourd'hui, c'est la Fondation pour les études des métiers de l'image et du son. Enfin, la particularité de cette école, c'est que c'est une école, si je me souviens bien, c'est une fondation privée mais subventionnée. C'est une école de luxe. C'est une école qui a de très gros moyens pour un petit nombre d'élus. Le concours d'entrée est toujours extrêmement difficile. Et c'est une école qui a comme particularité de former pratiquement à tous les métiers du cinéma aujourd'hui. Réalisation, prise de vue, montage, son, décor, etc. À mon époque, l'école était essentiellement quand même une école de réalisateurs avec une section montage et une section prise de vue, mais qui était peut-être considérée un tout petit peu comme minoritaire par rapport à des écoles spécifiques comme ce qu'on appelait à l'époque Vaugirard, qui aujourd'hui est Lumière. Enfin, disons, c'est l'école de réalisation par laquelle sont passés énormément de réalisateurs
prestigieux dans les années avant 68 et dans les années après 68. Aussi bien réalisateur de cinéma que de télévision d'ailleurs. Oui, mais beaucoup de grands réalisateurs français et étrangers. C'est une école qui est toujours très ouverte, qui était toujours très ouverte. Je ne sais pas quelle est la position de la FEMIS sur ça, mais c'est comme ça que je suis rentré moi en fait, parce que si vous voulez, moi j'ai eu mon bac en 68. J'étais très content, très fier. Et alors que j'avais décidé de faire du cinéma à l'âge de probablement 12 ans, en lisant les mémoires d'Eisenstein et en me disant tiens, voilà un truc facile à faire. C'était vraiment mon truc. Je me suis dit, hop, c'est facile. Après 68, en fait, ce désir m'avait quitté. C'est un truc un peu bizarre. Je pense que beaucoup de gens de ma génération ont dû vivre ça sous le choc des événements, la manière dont on les a vécus, la manière dont on y a participé. Le cinéma me paraissait subitement quelque chose d'un peu futile, d'un peu artificiel. Mais je n'avais absolument aucune autre idée. Donc en 69, j'ai présenté le concours d'entrée à l'IDEC. Et j'ai eu énormément de chance parce que, il y avait un quota extrêmement favorable aux étrangers, et j'étais toujours tchécoslovaque à l'époque, et il y avait 5 places sur 15 réservées aux étrangers. Et la Tchécoslovaquie avait quand même un crédit favorable et d'amitié assez important. Ça jouait peut-être puisqu'on est 2 Tchèques à être rentrés la même année sur les 5 étrangers. Mais toujours est-il que j'ai bénéficié de ce quota qui m'était personnellement extrêmement favorable parce que j'étais à ce moment-là totalement intégré à la vie française. Je parlais français normalement, j'avais fait mes études ici, etc. Mais j'étais quand même étranger. Et en plus, j'ai bénéficié d'un autre truc, qui est que le désarroi était tel dans les milieux du cinéma que c'était un moment où on pouvait rentrer dans l'école sur des propositions complètement, absolument inimaginables aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce désarroi-là ? C'est le désarroi d'une institution qui est, d'une certaine manière, totalement explosée par mai 68. Et c'est l'époque où... alors, est-ce que mes souvenirs sont exacts ? Ça, c'est toujours la question que je me pose. Mais je suis absolument persuadé qu'à l'oral, qui est le dernier moment où on joue le tout pour le tout, savoir si on va être pris sur les 600 candidats ou pas, à l'oral, quelqu'un me pose la question, est-ce que vous aimez le cinéma ? Et je dis non. Et à l'époque, dire ça faisait qu'on devenait immédiatement désirable par l'institution qui était en train de perdre les pédales. Hein. Parce que moi, quand je suis rentré à l'IDEC, donc ça c'est l'autre partie de l'histoire, l'école qui jusque-là a été une école de type... école supérieure de métiers technico-artistiques, avec un peu de philo, des maths, de la physique, une espèce de truc à l'ancienne. Hein. Tout ça, ça a volé en éclats. Le concours que j'ai passé, par exemple, c'était un concours sur aptitude, pas sur connaissance. L'ancien corps pédagogique a été chassé et remplacé par... alors, c'est les histoires politiques françaises, une alliance de fait entre communistes, PCF et maoïstes, c'est-à-dire Daquin est devenu directeur des études. Donc, Louis Daquin, le réalisateur, très proche du PC. Et l'alliance consistait dans le fait que le corps pédagogique, le nouveau corps pédagogique était essentiellement composé de militants d'extrême gauche, maoïstes, il y avait quand même quelques trotskistes, mais voilà. Et dont Richard Coppens, dont nous allons parler, que j'ai eu comme enseignant à l'époque, donc, et qui est devenu ensuite, enfin par la longue amitié qui nous lie à lui, qui est ensuite devenu mon producteur. Voilà, donc c'était une école un peu bizarre parce qu'au fond, pendant 3 ans, nous avons disposé des moyens de l'école, qui étaient des moyens réels, on pouvait faire des films, et en même temps, on était dans cette espèce d'état flottant, où au fond, on n'acceptait pas, et ça c'est un regret que j'ai moi par rapport à ce moment-là, on n'acceptait pas l'idée de maîtrise. Voilà. Et moi, mon regret, c'est que pendant ces 3 années, j'ai appris des choses, j'ai fait des choses, mais d'une certaine manière quasiment en autodidacte. Et que le truc dont j'avais envie, j'étais très jeune, hein, j'étais, je pense, le plus jeune de ma promotion, le truc dont j'avais envie, c'était de rencontrer des gens qui me
qui m'ouvre la voie, etc. J'en ai rencontré quand même, Alcan, le grand chef opérateur, mais moi j'étais pas en prise de vue. Vitesse, qui nous a donné des cours de direction d'acteurs, etc. Mais globalement, j'avais le sentiment qu'on était laissé à nous-mêmes, ce qui convenait très bien à certains de mes camarades plus mûrs que moi. Mais pour moi, ça a été un tout petit peu... c'est pas le moment le plus intéressant de ma vie, je dirais, pour parler par euphémisme. Stan Neumann, vous allez exercer le poste de chef-monteur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit un chef-monteur, vous me donnerez peut-être la réponse. Jusqu'en 1984, ce choix du montage, il se fait pour vous en parallèle à cette peut-être désormais vocation de faire du film, puisque peut-être que l'IDEC vous donne quand même le goût finalement du cinéma. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se mène un peu l'un avec l'autre? Racontez-nous ça. C'est-à-dire, j'avais une espèce de désamour du cinéma, mais j'ai jamais perdu évidemment le goût, le plaisir de prendre des images, de faire quelque chose avec. Ça, sinon, j'aurais pas tenu une seconde. Le montage, c'était un choix très délibéré. Je voulais pas être réalisateur. Je ne voulais absolument pas être réalisateur, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que je considérais que je n'avais rien à dire. Je pense que ça, c'est des trucs typiques quand on est dans ces phases un peu sorties d'adolescence, un peu retardées et tout, et que j'aimais beaucoup la position du montage. Je l'aimais beaucoup conceptuellement, etc. Et j'aimais beaucoup cette idée d'être comme ça en retrait et de travailler dans cette espèce de pénombre sur le matériau des autres. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Une image me vient quand je vous entends dire ça, pardon de vous interrompre, mais je vois le contrebassiste dans un ensemble, celui qui est derrière, un peu dans l'ombre et qui... Oui, c'était un vrai plaisir pour moi. Après, si vous voulez, c'est vrai que ma formation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mes grandes matrices visuelles venaient quand même du cinéma expérimental, essentiellement soviétique, où le montage joue un rôle crucial, et que d'une certaine manière, quand j'étais à l'IDEC, ce que je faisais, c'était des espèces de films underground, où d'une certaine façon, l'image était niée, et le montage et le travail sur le montage, l'interaction des images et des sons et des images entre elles prenaient le dessus. Voilà. Donc, après chef, ça c'est un autre truc, c'est que je ne voulais pas être assistant. Si vous voulez, quand vous êtes dans une école comme ça, et nous on était dans une promotion extrêmement clivée, c'est-à-dire la moitié de la promo voulait intégrer la profession, donc rentrer dans le cursus normal du cinéma de long métrage, et l'autre moitié qui était composée d'hurluberlus comme moi ne voulait pas, on voulait pas suivre ce chemin-là. Or, le chemin d'intégration de la profession à l'époque, je pense que ça a changé un tout petit peu, mais pas tant que ça, c'était stagiaire, assistant pendant X temps, assistant réal, assistant monteur, assistant chef-op, caméra. Et ensuite, au bout de quelques années de cet apprentissage-là, on devenait réalisateur, ou on devenait chef-monteur, ou on devenait chef-opérateur. Et moi, je voulais pas de ça, donc en sortant de l'IDEC, j'ai commencé à travailler dans l'unique univers où on pouvait court-circuiter ça, qui était le documentaire, en fait. Mais que je vous saisisse bien, parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Faisant cela, est-ce que c'est parce que vous choisissez Stan Neumann, vous espérez aller droit au but, en haut, si je puis dire, de l'échelle hiérarchique, aller très rapidement, finalement... faire votre propre travail, ou ça correspond à autre chose? Ça correspond pas à ça, parce que je n'avais pas j'étais encore totalement vide de désir de mes propres films. J'en étais pas encore là. Ça correspondait au fait que je ne voulais pas subir l'autorité de qui que ce soit. C'est tout simple. À l'époque existait encore un truc qui s'appelait l'ORTF. Et donc qui à l'époque était un truc énorme, extrêmement puissant, et qui travaillait en film et qui produisait des choses par moments absolument passionnantes. On m'a proposé évidemment au bout de quelques mois d'intégrer à vie l'ORTF, qui était un cadeau qu'on faisait aux élèves diplômés de l'IDEC. J'ai dit non, j'avais aucune envie de ça, j'avais envie de
pas d'autorité, hein, pas d'autorité. J'ai lu la semaine dernière, j'ai relu plutôt parce que c'est quelque chose vers quoi je reviens très souvent, un texte de Walter Benjamin sur Kafka. Et Walter Benjamin conclut ce texte sur Kafka en disant il y a 2 textes qui expliquent tout Kafka, il faut oublier le procès, le château, etc. Il y a 2 textes qui sont 2 tout petits fragments, un qui s'appelle La vérité sur Sancho Panza et l'autre qui s'appelle Un nouvel avocat. La vérité sur Sancho Panza, c'est la proposition que Sancho Panza invente Don Quichotte pour se débarrasser de ses démons et qu'après il peut vivre tranquille toute sa vie. Et un nouvel avocat, c'est Bucéphale, le cheval d'Alexandre, qui survit à son maître et qui devient avocat et qui lit le vieux papier à la lumière de la bougie. Et Benjamin conclut en disant qu'importe la monture, l'important c'est de se débarrasser du cavalier. Ça me convient assez bien. Sancho Panza, qui ne s'en est d'ailleurs jamais vanté, réussit au cours des années, en dévorant des histoires de brigands et des romans de chevalerie pendant les nuits et les veillées, à détourner entièrement de soi son démon. Il fit si bien que celui-ci, qu'il appela plus tard Don Quichotte, se jeta désormais sans frein dans les plus folles aventures. Elle ne nuisait à personne, faute d'un objet prédestiné qui aurait dû être précisément Sancho Panza. Sancho Panza, peut-être mu par un certain sentiment de responsabilité, Sancho Panza, qui était un homme indépendant, suivit calmement Don Quichotte dans ses équipées et en tira jusqu'à son dernier jour une grande et utile distraction. Franz Kafka. Ces choix, Stan Neumann, que vous faites quand vous êtes à l'IDEC et que vous choisissez de rapidement pouvoir faire votre travail comme vous l'entendez, de ne pas subir finalement d'autorité, est-ce que c'est rétrospectivement quelque chose que vous pouvez aussi en partie regretter, ne serait-ce que parce que l'expérience, par exemple, humaine et professionnelle de l'ORTF pouvait être à maints égards passionnante. Il y a une école des Buttes-Chaumont qui est pleine de talents. Et... Non, si vous voulez, de façon générale, je regrette jamais rien. Donc, voilà qui est fait. Voilà. Mais la conséquence de ça, c'est que mon trajet a été long, comme le trajet des autodidactes. Hein. Il y a plein de choses que j'ai dû régler difficilement par moi-même, y compris sur tout simplement comprendre ce que c'était le montage. Hein. J'ai mis des années à m'éclaircir ça parce que j'ai dû y arriver par mes propres tâtonnements. Donc ça, en même temps, cette lenteur-là, c'est celle qui me convient. Donc c'est comme ça que je fais mes choses, mes films. C'est comme ça que je vis. Hein. Donc non, pas de regret. Sinon, à un moment, je me dis effectivement, maintenant, comme j'arrive à un âge 67 ans, je me dis peut-être que si j'avais pu gagner à l'époque quelques années, aller plus vite, peut-être, mais même pas en fait. Évidemment, ces questions-là que vous vous posez à titre personnel, peut-être vous les posez-vous également quand vous venez à la FEMIS et que vous faites des interventions, vous donnez peut-être encore des cours, vous avez donné des cours, en tout cas cette idée de la transmission, elle existe là. Et à ce moment-là, vous occupez le poste qu'autrefois vous révoquiez, celui de la présence de l'autorité. Alors, du coup, comment parvenez-vous à l'incarner ? Alors, si vous voulez, à cause de ça, j'ai une passion pour la transmission. Que ce soit à la FEMIS, que ce soit dans des ateliers de réalisateurs. Le dernier, en décembre, j'étais à Djouba, au Sud-Soudan, pour faire travailler des jeunes réalisateurs sud-soudanais. J'adore ça, à la mesure du manque que j'ai éprouvé, moi, autrefois. Après, je le fais jamais en position d'autorité. Je le fais jamais en position d'autorité parce que je pense que sur le terrain des pratiques artistiques, le cinéma
à quelque chose, pas exclusivement, mais à quand même quelque chose de ça. Sur ce terrain-là, les positions d'autorité ne font pas sens. Le seul truc, c'est d'arriver à permettre aux gens de se reconnecter directement à ce qu'ils veulent faire. Moi, quand je suis à la FEMIS ou quand je suis dans un atelier de jeunes réalisateurs, le truc que je leur dis le plus souvent, c'est: vous avez décidé de dire quelque chose, dites-le et dites pas autre chose. Allez-y directement. Trouvez les outils pour ne pas biaiser avec ça. Voilà. Donc je me mets jamais en position d'autorité. Après, je le suis. Forcément. Et j'ai un autre truc que je fais par rapport à ça, c'est que pour autant que je peux, si vous voulez, nous on est dans un métier qui a beaucoup bougé, et moi, en tant qu'ancien monteur, il m'arrive encore assez souvent sur certains films, pas sur les films unitaires, mais sur les films des collections, par exemple, de monter moi-même. Parce que c'est des mécaniques un peu bizarres et que je maîtrise, et voilà. Et comme je supporte pas d'être seul dans une salle de montage, je travaille toujours avec des assistants et je forme des gens avec énormément de plaisir depuis... ça fait 20 ans que ça dure, d'avoir des gens qui ont commencé avec moi et qui ensuite... C'est quoi ce rapport à la solitude dans la salle de montage, Stan Neumann? Non, mais j'aime bien être seul aussi. Évidemment, il y a des moments où il faut... j'écris beaucoup, donc il y a des moments où il faut être... Mais globalement, si vous voulez, je dirais que moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire des films, c'est parce que c'est un travail qu'on fait à plusieurs. Et que si j'avais eu peut-être le courage de ça, j'aurais été écrivain ou peintre. Mais moi, j'aime bien, en fait... alors, à quoi ça tient, alors que même quand je fais des choses qui n'appartiennent qu'à moi, qui sont très personnelles, j'adore les partager. Même quand je suis sur des projets très intimes, je passe beaucoup de temps, par exemple, avec les gens qui sont autour de moi, à leur raconter, à mettre les trucs comme ça sur la table. J'aime ça dans le cinéma, quoi, en fait. Est-ce que vous appartenez à cette catégorie d'individus, je crois que c'était Edgar Faure qui en parlait, peut-être l'avait-il lui-même pris à quelqu'un, des gens qui pensent, qui ont besoin de penser à haute voix, dont la pensée, d'une certaine manière, pour le dire différemment, se met à se préciser à mesure qu'ils parlent? Sans doute. Sauf que je peux le faire aussi par écrit. Mais sans doute, il y a quelque chose dans cette espèce d'objectivation qui fait que, au fur et à mesure, on avance. Si vous voulez, moi, de façon très pragmatique, surtout quand je suis sur des projets un peu compliqués, qu'est-ce que je fais? Je me mets face à mon chef-op ou face à mon assistante et je lui raconte. Et je regarde à quel moment elle commence à s'endormir ou à quel moment elle est complètement larguée parce que l'histoire devient incompréhensible. C'est aussi cette espèce de trajet vers l'autre. On va revenir un peu avec vous, Stan Neumann, avant de fermer la porte de l'IDEC, mais on va la rentrouvrir de nouveau pour deux choses. La première, pouvez-vous nous parler peut-être de certains de vos camarades de classe, à côté desquels vous vous trouviez, et puis ça va être aussi l'occasion d'évoquer cette rencontre et ce long compagnonnage, Richard Compan. Alors, on commence par les camarades. Les camarades, alors nous, on était une promotion quand même, parce que mon expérience, je pense, n'est pas unique. On était une promotion très, très cassée dans cet entre-deux, entre 68 et ce qui a suivi. Donc, dans ma promo, il y a un taux très élevé d'échecs.
On n'était pas nombreux, mais il y a beaucoup d'échecs. Et puis, il y a très peu de gens qui ont, en fait, vraiment émergé. On doit être la promotion où il y a le moins de réalisateurs qui ont vraiment fait carrière. Oui, mais je pense que ça, on a été un peu laminé, je pense, entre 68 et en plus on était une promo très clivée, donc il y avait une partie de la promo avec laquelle on était nous en guerre. Après, j'ai des amitiés extrêmement solides et durables qui sont nées là. J'ai un de mes plus proches amis qui s'appelle Alain Naoum, qui est le fils d'un grand producteur de télévision, hein, Jacques Naoum, et qui est quelqu'un que j'aime énormément, qui a fait d'ailleurs des films pour la collection photo, qui a fait beaucoup de très grands téléfilms, beaucoup de choses très aventureuses, et qui maintenant, parce que l'univers du téléfilm tel qu'il se profile actuellement ne lui convient plus et ne veut plus de lui, a recommencé une espèce de deuxième vie de photographe plasticien avec beaucoup de succès. Donc voilà, ça c'est quelqu'un avec qui je suis en contact encore quasi, pas quotidien, mais hebdomadaire. Est-ce que ces jeunes gens de l'époque ont, à votre avis, avec le recul, des choses en commun? Et si oui, lesquelles? Ceux avec lesquels on s'est coopté, disons, le plaisir, la liberté, une sorte de, disons, je m'en foutisme sur l'échelle sociale, voilà. Ça, alors un autre qui lui a fait un beau trajet et qui souvent côtoie le mien puisqu'on a le même producteur, qui est Denis Gerbrand, avec lequel j'étais aussi extrêmement lié à l'IDEC et qui est un des grands documentaristes français. Et le Tchèque, l'autre Tchèque de la promo, qui est Tom Draos, qui était avant de rentrer un photographe, avant de rentrer à l'IDEC. Ensuite il a fait un peu de film, puis après il est revenu à la photographie. C'est aussi quelqu'un qui a eu une grande carrière comme photographe plasticien contemporain. Et Jean-Michel Carré, avec lequel toutefois moi j'avais moins d'atomes crochus pour des raisons politiques sans doute, je sais pas. Richard Compense, alors la rencontre se fait comment? La rencontre se fait là. Elle est quand même un tout petit peu freinée par le fait que tous mes copains à l'époque, alors ça c'est des histoires de Tchèques encore, tous mes copains à l'époque sont maoïstes. Or moi je veux bien être hurluberlu gauchiste, mais avec mon passé tchécoslovaque, maoïste jamais. Et donc je faisais partie d'une espèce de sous-section anarcho bizarre, et bien que j'avais des rapports vraiment très intimes avec Alain, Denis, Richard et encore 2-3 autres, malgré cela on avait une petite distance politique. C'est-à-dire leur militantisme n'était pas le mien et j'en pensais pas forcément le plus grand bien. Et au fond, Richard, j'ai commencé à vraiment le retrouver juste après l'IDEC, à travers quoi? À travers le travail, en fait. Hein. J'ai écrit, ça c'est une autre histoire. Après l'IDEC, j'ai retrouvé très lentement une vraie passion pour le cinéma qui a abouti à l'écriture d'un scénario en 79 sur 3 jours dans la vie de Franz Kafka, que je voulais absolument pas réaliser, hein, que je voulais juste, qui a fini chez Armédia, enfin bon, des histoires un peu abracadabrantes, qui s'est jamais fait, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'énergie. Mais à partir de là, j'ai écrit pour Richard, j'ai écrit un scénar pour lui, j'ai commencé à monter ses films comme monteur, voilà. Donc ça s'est retissé comme ça. Alors peut-être que tous mes rapports comme ça, amicaux et humains, sont toujours filtrés par la possibilité de partager quelque chose dans le travail, c'est possible. Et ça a abouti au fait que en 88, il m'a vraiment poussé à devenir réalisateur. Qu'est-ce qu'il a deviné, à votre avis? C'est un producteur. Hein. Un bon producteur cherche tout le temps... Alors je sais pas, c'est un peu toujours probablement de la part de quelqu'un comme Richard, c'est toujours un coup de poker. Hein. Sur le premier film, il me connaît, il me connaît comme monteur. Quand même, c'était un moment où j'aimais énormément le montage et je me sentais très très libre. Donc je travaillais de façon assez particulière, hein, parce que je pensais que tout était possible. Alors ce qui est assez curieux, c'est que vous nous avez fait part, Stan Neumann, de
toute votre relation, du tissu complexe de votre relation avec l'autorité, et tel que je l'imagine en tout cas, le monteur n'est tout de même pas celui qui a le final cut, pour le dire en termes, quelque peu trop professionnels. Donc vous devez quand même un peu faire en fonction de quelqu'un qui est au-dessus de vous quand vous êtes monteur, non ? C'est un peu plus complexe, et c'est surtout très très complexe dès qu'on parle de matière documentaire. Parce que la matière documentaire est tellement polysémique et souvent tellement peu... Alors bon, ça c'est les histoires des grands aventuriers du cinéma direct, hein, mais elle est tellement peu contrôlée au tournage que le montage acquiert une importance vraiment énorme, même si je suis absolument persuadé que les films se font au tournage, ils se font pas au montage, hein, mais le montage acquiert une importance énorme, et donc dans ce contexte-là, on est dans une situation un peu paradoxale. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'étais assez content au fond d'abandonner ça, hein, c'est qu'on est en réalité en position de pouvoir, sauf qu'au dernier moment, on réalise toujours que on a joué avec les jouets de quelqu'un d'autre, et que on a beau avoir investi tout ce qu'on avait de vivant dans un film, et ben c'est pas le mien. Voilà. Et donc à mesure que la frustration finissait par s'épaissir, la proposition de Richard Croppan vous a trouvé mûr. Ça, et puis sans doute le hasard, sans doute aussi. Vous savez, moi, au fond, j'ai l'air de rationaliser comme ça, d'être un peu intello, mais je suis purement instinctif. Et quand Richard m'a poussé dans mon premier film, au départ, il y avait quand même le fait que j'ai rencontré un truc où je me suis dit, tiens, pour la première fois, je me sens capable de prendre le risque de sortir la tête de l'obscurité de la salle de montage, quitte à ce qu'on me la coupe. Hein. Ça, c'est toujours le... Ben, voilà, vous avez noté très rapidement, vous qui nous écoutez, l'humour toujours sous-jacent de Stan Neumann. J'avais relevé cette réplique que je trouve tout droit issue d'un Woody Allen. La guerre, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, c'est dans la maison de Prague. La guerre, donc, cette Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu, mais si elle avait eu lieu, on n'était pas trop mal placé. Je trouve qu'on est vraiment dans... Oui, c'était ma maison à Prague, ma maison de Žižkov, qui est adossée au plus grand abri anti-atomique de Prague. Et donc, à l'époque où la Troisième Guerre mondiale menaçait, c'était quand même assez rassurant. Mais après, bon, ça c'est encore des histoires pragoises, des histoires tchèques, parce que l'abri anti-atomique, après la chute du régime, l'OTAN a imposé à la Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie, c'était pas encore la République tchèque, l'OTAN a imposé à la Tchécoslovaquie de garder ses installations antinucléaires en bon état. C'était une des conditions posées par l'OTAN pour l'élargissement. Là, on parle de 90, 91. Or, les Tchèques, dans l'enthousiasme de la chute du régime, avaient loué les espaces de l'abri anti-atomique à des antiquaires. Donc, et maintenant, maintenant, je sais plus quel est le vrai statut de ça, mais la dernière fois que j'étais à Prague, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi, j'ai vu qu'il y avait une boîte de nuit, enfin une espèce de night club, qui s'était installée dans une partie de l'abri. Vous retournez toujours très souvent à Prague ? Je retourne toujours avec plaisir. Je suis souvent invité pour intervenir justement dans des ateliers de documentaristes est-européens. Il y a un grand atelier qui se tient à Prague, qui est animé par uniquement des filles, des femmes, mais absolument formidables, qui s'appelle East Doc Platform. Donc je retourne chaque fois qu'ils m'invitent, quelles que soient les difficultés. Et puis j'ai toujours la maison de famille avec ma famille, mon neveu qui habite là. Donc voilà. Après, quand j'y vais, au bout d'une semaine, j'ai qu'une envie, c'est de revenir à Paris. Alors là, vous m'offrez peut-être une clé d'explication, Stan Neumann, parce que j'ai relevé dans vos propos pour cette première émission, nous allons passer la semaine ensemble, quelque chose qui m'a semblé singulièrement contrasté par rapport à votre approche de la narration et puis des films que vous faites. Quand vous avez dit je parle normalement français,
Vous, qui semblez, au travers de tous vos documentaires et vos films, tellement vous éloigner ou garder une prudente mesure vis-à-vis de la normalité, vous parlez effectivement sans accent, mais vous appelez ça normalement, vous. Oui, oui, parce que j'ai été traumatisé par mon accent quand je suis arrivé. Je suis arrivé au moment où arrivait la première grande vague de rapatriés d'Algérie. Et donc, tout le monde pensait que j'avais un accent marseillais. Et non, quand je dis normalement... Ma femme, qui a une oreille absolument formidable et qui est une grande monteuse, qui a monté une maison à Prague et monteuse image. Monteuse image, qui a commencé, elle était assistante de Chris Marker sur Sans Soleil. Donc, et elle a une oreille impitoyable. Et donc, elle me dit qu'elle décèle sans arrêt, quand je parle français, les traces de mon accent tchèque ou de ma tchéquité. Et pire encore, elle parle pas tchèque, mais quand elle m'entend parler tchèque, elle me dit que j'ai l'accent français. Voilà. Juste un dernier point. On va parler demain de l'une de vos approches, enfin l'un de vos travaux, qui se multiplient d'ailleurs, parce qu'il y a les collections d'un côté, donc on aura l'occasion, c'est un domaine de parler de deux collections, photo et architecture, et dans la troisième émission, on parlera de quelques-uns de vos unitaires, ils sont assez nombreux, mais avant d'ouvrir cette variété-là, et compte tenu de ce que vous nous avez dit de vous, de votre parcours, du moment où ça se passe, je m'étais noté quelque part que, selon moi, vous êtes un cinéaste politique, mais en faisant de la politique à votre manière. Alors, souscrivez-vous à cette affirmation, ou bien la réfutez-vous violemment, et peut-être devrais-je ne pas compter sur votre présence pour les émissions à venir. Non, si vous voulez, j'y souscris. J'ai toujours défini mon travail de cette façon-là. Après, avec une définition du terme politique dans un sens très large, mais au fond, je dirais que la morale, pour parler comme au 19e, m'importe autant dans mes films que leur forme, que le sens qu'ils ont. Quand je dis morale, le sens qu'ils ont, là, ce qu'on peut en retenir, ce qu'on peut en retenir pour soi-même, pour l'organisation de son propre chaos, de sa propre existence, pour moi c'est vital. C'est-à-dire, je pense que même dans les films qui sont des films qui apparemment traitent de problématiques un peu comme ça, culturelles, plastiques, etc., il n'y en a pas un où je n'essaye pas d'aller vers quelque chose qui puisse servir à être meilleur. Voilà. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre, hein, mais par exemple dans la collection architecture, c'est très frappant. Hein. Quand je regarde les films que j'ai fait pour la collection, j'en ai fait peut-être un peu plus du tiers. Richard en a fait plus que moi, je pense. Mais tous mes films sont en réalité, quand je les regarde avec un peu de distance, conçus comme des contes moraux, pour reprendre l'expression. Donc politique, oui, absolument. Stan Neumann, à demain. Mais oui.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Daniel Zacher, Valérie Dantan et David Golan. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante. Vous écoutez la première, il est 21h.